Elle n'avait jamais voulu de ce mariage. Il n'avait jamais voulu s'attacher. Mais lorsque les secrets commencèrent à émerger au cœur des terres arides, rien ne serait plus jamais comme avant. Merci infiniment de nous suivre et pour tous vos commentaires. Faites-moi savoir à la fin si vous aimez cette histoire, d'où vous la regardez et pourquoi vous la suivez. Le vaste territoire du Sonora, 1875. La poussière tourbillonnait sur le paysage desséché alors que Naya, une jeune femme apache de 19 ans, cueillait des herbes médicinales à l'extérieur du campement de sa tribu. Ses longs cheveux noirs dansaient au gré du vent, tandis que ses doigts agiles s'affairaient. Fille du chef Tano, elle avait appris les arts de la guérison auprès de sa grand-mère, gagnant le respect de sa tribu malgré les préjugés liés à son sexe. « Naya !» La voix de son jeune frère, Koda, trancha sa concentration. « Des cavaliers approchent, des hommes blancs !» Elle se redressa, protégeant ses yeux du soleil implacable. 3 cavaliers approchaient, leur silhouette grandissant à l'horizon. Son père négociait avec les colons blancs depuis des mois, tentant de maintenir la paix et de sécuriser leurs terres ancestrales. « Va chercher père », ordonna-t-elle, la voix assurée, malgré le malaise qui lui parcourait l'échine. Lorsque les cavaliers arrivèrent, Naya se tenait aux côtés de son père, observant les pourparlers. Le chef du groupe, un homme aux larges épaules nommé colonel Sterling, prit la parole avec un sourire faux. « Chef Tano, nous venons avec une proposition qui pourrait nous profiter à tous deux. » Il fit un geste ample. « Le chemin de fer va traverser ces régions. Le progrès ne peut être arrêté. » Le visage de son père resta impassible. « Ce sont des terres apaches, promises par votre gouvernement. » Le sourire de Sterling ne vacilla pas. « En effet, cependant les circonstances changent. Nous sommes prêts à offrir une protection à votre peuple si vous acceptez de vous installer dans une zone plus appropriée. » « Et si nous refusons ?» demanda Tano. « Alors je ne pourrai garantir votre sécurité face aux autres parties intéressées. » Le regard de Sterling glissa vers Naya, lui donnant la chair de poule. Toutefois, il existe peut-être une autre solution, une sorte d'alliance. Tano se raidit. Quel genre d'alliance ? J'ai amené quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Sterling désigna un homme resté en retrait dans l'ombre. Voici Silas Thorne. Le 3e cavalier fit avancer sa monture. Naya sentit un frisson la parcourir en l'étudiant. Contrairement aux soldats, il ne portait pas d'uniforme. Juste des vêtements sombres et un chapeau à larges bords qui ombrageait son visage. Un holster de pistolero pendait à sa hanche. « Thorne est la gâchette la plus redoutée du territoire, » poursuivit Sterling. « Il a accepté d'assurer la protection de votre tribu, pour un prix. » Silas Thorne leva enfin la tête, révélant un visage marqué par le soleil et la violence. Ses yeux, d'un bleu saisissant sur sa peau hâlée, croisèrent brièvement ceux de Naya avant de revenir vers le chef. « Quel prix ?» exigea Tano. Sterling sourit. « Un mariage pour unir nos intérêts. » Le souffle de Naya se bloqua. Elle comprit immédiatement ce qu'il proposait. « Ma fille n'est pas à vendre !» gronda Tano. « Pas une vente, chef, une alliance. » La voix de Sterling se durcit. « Réfléchissez bien. L'hiver approche et l'armée ne peut pas toujours contrôler les éléments incontrôlables.
La menace à peine voilée flottait dans l'air. Naya vit les épaules de son père s'affaisser presque imperceptiblement. 3 jours, dit finalement Tano. Je vous donnerai ma réponse dans 3 jours. Cette nuit-là, des voix échauffées remplirent la demeure du chef. Naya se tenait silencieuse, alors que les anciens de la tribu débattaient de son sort. Nous ne pouvons pas faire confiance aux promesses de l'homme blanc, argumenta l'ancien Anya. Mais pouvons-nous survivre à un autre hiver de raids ? Questionna un autre. Nos enfants ont faim. Plus tard, seule avec son père, Naya exprima sa pensée. Je ferai ce qui est nécessaire pour notre peuple. Les yeux de Tano reflétèrent la lueur du feu. La décision n'est pas prise, ma fille. Mais elle le sera, répondit-elle doucement. J'ai vu comment ces négociations se terminent. Le lendemain matin, Naya trouva Silas Thorn à l'orée de leur campement, observant le lever du soleil. Elle s'approcha prudemment. « Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement ?» demanda-t-elle. Il se tourna lentement, l'étudiant de ses yeux bleus troublants. « Mes raisons me sont propres. Je dois devenir votre femme, pourtant vous n'offrez aucune explication. » Sa voix restait ferme malgré sa colère. Une lueur, de respect peut-être, traversa son visage. Sterling tient quelque chose contre moi, tout comme il menace votre tribu. Que pourrait craindre un homme comme vous de sa part ? Tout le monde a quelque chose à perdre. Il se retourna vers l'horizon. Même moi. 2 jours plus tard, la décision fut prise. Pour la protection de la tribu, Naya épouserait Silas Thorn lors d'une cérémonie combinant les 2 cultures. Alors qu'elle se préparait, sa grand-mère lui prit les mains. « Souviens-toi de qui tu es », chuchota la vieille femme. « Les femmes apaches sont fortes, plus fortes que n'importe quel homme ne le sait. » Le mariage eut lieu au coucher du soleil. Naya portait des vêtements cérémoniels traditionnels, son visage un masque de dignité malgré la tourmente intérieure. Thorn se tenait raide dans ses vêtements sombres, son expression illisible. Alors qu'ils achevaient la cérémonie, les liant l'un à l'autre, Naya surprit le sourire triomphant de Sterling. Mais elle remarqua aussi autre chose. La façon dont la main de Thorn planait près de son arme chaque fois que Sterling s'approchait d'elle. Non pas un geste de menace envers elle, mais de protection. Cette nuit-là, après la fin des célébrations, Thorn la conduisit vers une petite cabane en bordure du campement. « Ce sera notre maison », dit-il simplement en ouvrant la porte. Pour le moment. À l'intérieur, il la surprit en désignant des espaces de couchage séparés qu'il avait aménagés. « Je n'ai pas plus choisi ce mariage que vous, » dit-il calmement. « Je ne vous imposerai rien d'autre. » Confuse mais soulagée, Naya le regarda retirer son ceinturon et le placer soigneusement près de sa couche. Pour la première fois, elle remarqua un livre relié en cuir glissé parmi ses maigres affaires. « Vous savez lire ?» demanda-t-elle, la surprise évidente dans sa voix. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur moi, Naya. » Alors qu'elle s'installait dans sa literie, Naya réalisa que le pistolero avait raison. Silas Thorn n'était pas ce qu'il semblait être. Et peut-être, juste peut-être, ce mariage forcé ne serait pas la prison qu'elle avait redoutée. 2 semaines après leur mariage, Naya trouvait toujours Silas Thorn énigmatique. Il partait chaque matin avant l'aube,
revenant au coucher du soleil, souvent avec du gibier pour la tribu. Il parlait peu, mais ses actions contredisaient sa réputation effrayante. Elle l'avait vu aider un ancien à réparer une habitation, apprendre aux jeunes garçons à poser des pièges, et une fois, alors qu'il pensait que personne ne regardait, donner sa part de nourriture à un enfant affamé. Un soir, alors que Naya préparait le dîner, elle le remarqua en train d'écrire dans un petit journal. « Qu'écrivez-vous » demanda-t-elle, en posant un bol de ragoût devant lui. Il referma le carnet rapidement. « Juste des pensées. » « Je ne savais pas que les pistoleros tenaient des journaux intimes, » dit-elle, un léger défi dans la voix. Il l'étudia un long moment. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur les pistoleros. »« Alors dites-moi, » insista-t-elle en s'asseyant face à lui. « Nous sommes mariés après tout. » Quelque chose changea dans son expression. « Nous n'avons pas tous choisi cette vie, Naya. » « Alors comment y êtes-vous venu ?» Il soupira, mettant de côté sa nourriture. « J'étais étudiant en droit autrefois, à Boston. Mon père était juge. » Il rit amèrement. Difficile à croire, je sais. Naya resta silencieuse, l'encourageant à continuer. Il y avait une affaire de la corruption impliquant des hommes puissants. Mon père a refusé d'être acheté. Une nuit, des hommes sont venus chez nous. Sa voix devint lointaine. J'avais 19 ans. J'étais à l'université. Quand je suis revenue, ils étaient partis. Tout le monde ? Votre famille ? Chuchota-t-elle. Il acquiesça. J'ai traqué les responsables. J'ai appris à utiliser une arme. Je les ai trouvés, un par un. Et le colonel Sterling, il sait qui je suis vraiment. Il a menacé de me livrer à ceux qui me chassent encore, à moins que je n'aide à sécuriser ces terres. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je ne savais pas que son plan impliquait un mariage. Pourquoi continuez-vous cette mascarade de pistolero ? Parce que Silas Thorne, le tireur notoire, tire les gens à distance, les protège de ce qui me poursuit. Il hésita. Y compris vous. Le lendemain matin, Naya se réveilla pour trouver Thorne déjà parti. Mais une petite sculpture d'oiseau en bois trônait près de son lit. Ce geste, aussi petit soit-il, remua quelque chose en elle. Plus tard, ce jour-là, alors qu'elle cueillait des plantes, Naya remarqua des cavaliers approcher. Des mineurs d'un campement voisin, connus pour harceler les femmes apaches. Sa main se porta au couteau à sa ceinture. « Eh bien, regardez ce qu'on a trouvé !» lança le chef des mineurs en descendant de cheval. Une jolie petite indienne toute seule. « Je ne suis pas seule, » répondit Naya fermement, bien que son cœur s'emballe. « Et je ne suis pas à vous pour être trouvée. » L'homme rit. « Fougueuse, j'aime ça. » Il s'approcha. « Ne t'inquiète pas, on veut juste parler. » « C'est la femme de Thorne, » avertit l'un des autres, restant en retrait. Le chef hésita momentanément, puis haussa les épaules. « Thorne n'est pas là, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils avançaient vers elle, Naya se prépara au combat. Soudain, un coup de feu retentit, soulevant la poussière au pied du chef. « La prochaine te traverse le crâne, Rollins. » Silas émergea des arbres, son arme au poing, les yeux froids comme l'hiver. Thorne. Le mineur recula. On avait juste une conversation amicale avec la dame. C'est ma femme. La voix de Silas portait un tranchant mortel.
et vous êtes sur des terres apaches. Depuis quand tu t'intéresses au territoire indien, défia Rollins, bien que sa bravade s'estompât. Depuis maintenant. Silas arma le chien de son revolver. Vous avez 10 secondes pour disparaître. Ils s'enfuirent, la poussière s'élevant derrière leurs chevaux. Silas rengaina son arme et s'approcha de Naya. « Êtes-vous blessé ?»« Non. » Elle l'étudia. « Vous me suiviez. Vous montiez la garde. » Son expression s'adoucit légèrement. « Les mineurs sont plus audacieux ces derniers temps. »« À cause de l'or découvert près de nos terrains de chasse ?» dit-elle. Il hocha la tête d'un air sombre. « Sterling veut cet or. Notre mariage n'a jamais été une question de protection. C'était pour avoir accès aux terres apaches. » Ce soir-là, ils reçurent un visiteur. Le colonel Sterling entra au galop dans leur campement, accompagné de 2 soldats. « Thorn !» appela-t-il en mettant pied à terre devant leur cabane. « Un mot ?» Silas sortit, se positionnant entre Sterling et la porte derrière laquelle Naya écoutait. « Vous êtes mariés depuis près d'1 mois, » dit Sterling. « Le temps est venu d'honorer votre part du marché, convaincre le chef d'autoriser les équipes de géomètres sur la crête de l'Est. » « Ce n'était pas notre accord, » répondit Silas d'un ton égal. Sterling eut un sourire narquois. « Mon accord change selon mon bon plaisir. À moins que vous ne préfériez que j'envoie un télégramme à certaines parties à Boston concernant la localisation de Silas Valmont, fils du juge William Valmont. » Le souffle de Naya se bloqua. Valmont, son véritable nom. « Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, » poursuivit Sterling. « Sinon, le peuple de votre femme en paiera les conséquences. » Il remonta à cheval. « Oh, et Thorn, n'oubliez pas qui vous a fait. Je peux vous défaire tout aussi facilement. » Après le départ de Sterling, Silas rentra pour trouver Naya qui l'attendait. « Valmont, » dit-elle doucement. « C'est votre vrai nom ?» Il hocha la tête, s'effondrant sur une chaise. « Silas Valmont est mort avec sa famille. Thorn est né de leurs cendres. » « Qu'est-ce d'allez-vous faire ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, elle vit tout le poids de son fardeau. « Je ne sais pas, mais je ne le laisserai pas faire de mal à votre peuple. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, Silas demanda soudain. « Savez-vous monter à cheval ?»« Bien sûr, » répondit-elle. « Tous les enfants apaches apprennent. » Bien, il fixa les flammes. « Parce que nous devrons peut-être partir rapidement. »« Partir ? C'est ma maison, mon peuple. » Sterling ne s'arrêtera pas à la crête de l'Est. Il veut toutes vos terres. Silas se pencha en avant. J'ai vu des hommes comme lui auparavant. Ils prennent et prennent encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors nous nous battrons, dit fermement Naya. Un sourire, son premier sourire sincère, traversa son visage. Tu me rappelles quelqu'un. Qui ? Ma sœur. Elle ne reculait jamais non plus. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit un papier plié. J'ai cartographié le territoire, marquant les mouvements des hommes de Sterling. Ils encerclent les terres de votre tribu. Alors qu'ils étudiaient la carte ensemble, leurs mains se frôlèrent brièvement. Naya sentit un étrange battement dans sa poitrine. Pas de la peur, mais quelque chose de totalement différent. Lorsqu'elle leva les yeux, Silas la regardait, une confusion similaire dans le regard. « Nous devrions nous reposer, dit-il en retirant sa main.
Demain apportera son lot de décisions. Plus tard, alors que Naya glissait vers le sommeil, elle entendit Silas chuchoter. « Je te garderai en sécurité, je le promets. » Et d'une certaine manière, malgré tout, elle le crut. L'aube se leva avec un calme inhabituel sur le campement Apache. Naya se réveilla pour trouver Silas déjà habillé, l'expression sombre. « Des cavaliers arrivent, dit-il. Pas Sterling, des éclaireurs de l'armée. Elle s'habilla rapidement et le suivit dehors où son père et plusieurs guerriers s'étaient rassemblés. Au loin, des nuages de poussière signalaient l'approche de la cavalerie. « Ils sont en avance, » dit le chef Tano. Les négociations de traité n'étaient pas prévues avant la prochaine lune. La main de Silas plana près de son arme. Ce n'est pas une question de traité. L'unité de cavalerie arriva, menée par un jeune lieutenant qui se présenta comme le lieutenant Mercer. Ses manières étaient formelles, mais pas ouvertement hostiles. « Chef Tano, j'apporte des ordres du fort Lagarde, » annonça-t-il. Tous les Apaches de cette région doivent être relocalisés à la réserve de San Pedro immédiatement. Des murmures de colère parcoururent les membres de la tribu rassemblée. « De quelle autorité ?» exigea Tano. « Nous avons un accord existant. » « Par ordre du gouverneur du territoire, » répondit Mercer. « J'ai pour instruction de vous informer que de l'or a été découvert sur ces terres. Pour votre propre protection, la relocalisation est obligatoire. » Naya jeta un coup d'œil à Silas, dont la mâchoire s'était crispée. C'était l'œuvre de Sterling. « Et si nous refusons ?» demanda son père. Mercer remua, mal à l'aise. « Je suis autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la conformité. »« Vous voulez dire la force ?» Silas s'avança. « Contre des femmes et des enfants ?» Le lieutenant le reconnut, les yeux écarquillés. « Thorn, que faites-vous ici ?»« C'est la maison de ma femme, » répondit Silas d'un ton égal. « Ce qui en fait mes affaires !» Le regard de Mercer fit la navette entre Silas et Naya, la confusion évidente. « Je n'étais pas au courant. » Silas baissa la voix. « Lieutenant, nous savons tous les deux qui est derrière ces ordres. Donnez-nous 3 jours pour rassembler nos affaires. Je m'assurerai que la tribu obtempère. » Mercer hésita, puis acquiesça. 3 jours, pas plus. Il se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Thorn, il y a des rumeurs sur des mercenaires engagés par des intérêts miniers. Surveillez vos arrières. » Après le départ des soldats, la tribu éclata en dispute. Certains voulaient se battre, d'autres fuir plus profondément dans les montagnes. « C'est l'œuvre de Sterling, » dit Silas à Tano. « Il manipule l'armée tout en positionnant ses propres hommes. »« Que voudriez-vous que nous fassions, pistolero ?» défia l'ancien Maza. « Vous faire confiance ? Un homme blanc qui s'est marié dans notre tribu par commodité ? » « Pas par commodité, » répliqua Silas, ses yeux trouvant ceux de Naya. « Protection. » Ce soir-là, alors que la tribu délibérait, Silas tira Naya à l'écart. « Nous n'avons pas 3 jours, » dit-il doucement. « Les hommes de Sterling viendront avant. Comment le savez-vous ? Parce que c'est ce que j'aurais fait du temps de Thorn. » Il passa une main dans ses cheveux. « Nous devons mettre votre peuple en sécurité. »« Les grottes sacrées des montagnes du Nord, » suggéra Naya. « Mon peuple les utilise depuis des générations. Les hommes blancs ne les connaissent pas. » Silas hocha la tête. « Pouvez-vous les y conduire ? » « Bien sûr.
Mais qu'en est-il de vous ? Son expression s'assombrit. Je vais régler ça avec Sterling, seul. La peur lui serra le cœur. C'est du suicide. J'ai affronté pire. Il lui toucha doucement la joue. Naya. Il s'arrêta, le conflit évident dans ses yeux. Quoi ? Pressa-t-elle. Je ne m'attendais pas à ça, admit-il. Quand j'ai accepté de t'épouser, c'était juste un autre travail, une autre identité derrière laquelle me cacher. Et maintenant j'ai peur de t'avoir mise encore plus en danger en m'attachant à toi. L'aveu resta suspendu entre eux, inattendu et puissant. Naya s'approcha. Ma grand-mère dit que la peur est la sagesse face au danger, dit-elle doucement. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Avant qu'il ne puisse répondre, Koda a couru vers eux. Des cavaliers approchent par l'est, beaucoup d'entre eux. L'expression de Silas se durcit. Sterling n'a même pas pu attendre une nuit. Il se tourna vers Naya. Emmène tout le monde vers les grottes, maintenant. Et toi ? Il vérifia son revolver. Je vais vous gagner du temps. Alors que la tribu rassemblait ses affaires à la hâte, Silas se positionna sur l'approche orientale. Naya organisa l'évacuation, mais ses pensées restaient avec la silhouette solitaire se découpant sur le soleil couchant. Les premiers coups de feu retentirent alors que l'obscurité tombait. Naya, menant un groupe d'enfants et d'anciens, tressaillit au bruit. « Continuez d'avancer », pressa-t-elle. « Le sentier du nord. » Soudain, des cavaliers surgirent, coupant leur retraite. Pas des soldats, mais des hommes à l'allure fruste, le visage couvert de bandanas. « Des mercenaires, vous allez quelque part ?» lança leur chef en braquant un fusil. Naya poussa les enfants derrière elle. « C'est une terre apache, vous n'avez aucun droit. »« Des droits ?» L'homme éclata de rire. « Les droits sont pour ceux qui ont les armes pour les faire respecter. » Un coup de feu claqua dans l'air nocturne et l'un des mercenaires tomba de son cheval. Puis un autre. Les hommes restants firent volte-face, cherchant l'attaquant invisible. Des ombres, Silas émergea, un fusil entre les mains. « Laissez-les tranquilles, Thorn », cracha le chef. « Sterling avait dit que tu pourrais poser problème. Il avait raison. » Silas tira encore, abattant un autre cavalier. Les mercenaires ripostèrent, forçant Silas à se mettre à couvert. Naya profita de la distraction pour pousser les enfants vers la lisière des arbres. Alors qu'elle atteignait la sécurité du couvert végétal, elle regarda en arrière pour voir Silas en combat au corps à corps avec le chef. Malgré son habileté, Silas était en infériorité numérique. Un coup à la tête l'envoya à genoux, et le chef leva son arme pour le coup de grâce. Sans hésitation, Naya encoucha une flèche à son arc et la laissa voler. Elle frappa l'homme à l'épaule, faussant sa visée. Son tir manqua sa cible alors que Silas roulait au sol, se relevant, revolver au poing. Les mercenaires restants s'enfuirent dans l'obscurité. Silas trébucha vers Naya, le sang ruisselant d'une coupure au-dessus de l'œil. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il, respirant difficilement. « Comme tu as sauvé la mienne. » Elle examina sa blessure. « Nous sommes quittes maintenant. » L'ombre d'un sourire traversa son visage. « Je ne pense pas que je serai jamais quitte avec toi, Naya. » Ils rejoignirent l'évacuation de la tribu, se déplaçant à travers la nuit vers les grottes de montagne. À l'aube, ils avaient atteint la sécurité. Mais l'état de Silas avait empiré. La balle qu'il avait éraflée au flanc pendant le combat
causait plus de dégâts qu'il ne l'avait admis. Naya soigna ses blessures dans un coin isolé de la grotte. Tandis qu'elle travaillait, il sombrait et émergeait de la conscience, murmurant des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Sa famille, réalisa-t-elle, perdue il y a si longtemps. Reste avec moi, Silas, chuchota-t-elle en appliquant un cataplasme d'herbe sur sa plaie. Tu as promis de me garder en sécurité, tu te souviens? Je te tiens à cette promesse. Ses yeux papillonnèrent, étonnamment clairs. Naya, sa main trouva la sienne. Je ne croyais pas retrouver la paix un jour, pas après ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, c'est survivre, dit-elle fermement, comme nous devons tous le faire. Il serra sa main faiblement. Sterling viendra avec d'autres hommes, l'armée aussi, tôt ou tard. Alors nous les affronterons ensemble, promit-elle. Repose-toi maintenant. Alors que Silas sombrait enfin dans un sommeil réparateur, Naya s'assit près de lui, observant le soulèvement régulier de sa poitrine. Leur mariage forcé était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Un partenariat, peut-être même davantage. Dehors, la première lumière de l'aube peignait les montagnes d'or, le même or pour lequel des hommes étaient prêts à tuer. Mais à l'intérieur, Naya avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un homme qui avait renoncé à son passé violent pour se tenir à ses côtés, et un avenir incertain, mais qu'ils affronteraient ensemble. 3 jours s'écoulèrent dans les grottes montagneuses. Silas reprit des forces grâce aux soins de Naya, bien qu'il restât vigilant, s'attendant au prochain mouvement de Sterling. La tribu s'était établie dans ce refuge temporaire, mais les tensions étaient vives. La nourriture allait bientôt manquer, et l'hiver approchait. Au 4e matin, Koda revint d'une mission de reconnaissance, avec de nouvelles inquiétantes. « Des soldats sont à notre campement, » rapporta-t-il. « Et des mineurs, ils détruisent tout, ils fouillent. » Le visage du chef Tano s'assombrit. « Pour nous? Pour l'or ?» dit Silas en les rejoignant, malgré les protestations de Naya qui voulait qu'il se repose. « Et pour moi ?» Naya se tenait près de lui, soutenant son poids. « Que allons-nous faire? Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. » Le regard de Silas croisa le sien, et elle y lut une résolution inébranlable. « Je vais au fort Lagarde, le poste militaire. »« Ils vous arrêteront sur le champ, » objecta Tano. « Pas si j'ai de quoi négocier. » Silas sortit un papier plié de sa veste. « Je rassemble des preuves contre Sterling depuis des mois. Des correspondances prouvant qu'il manipule les ordres de l'armée, qu'il engage des mercenaires et orchestre des attaques contre les colonies pour accuser les Apaches. » Naya le fixa. « Tu avais prévu tout ça depuis le début? » Pas tout. Son regard s'adoucit. « Je ne t'avais pas prévu, toi. » Le chef Tano considéra le plan. Le commandant du fort Lagarde, le colonel Bastien, est réputé honorable, même s'il n'est pas toujours favorable à notre peuple. « Il me faut un guide qui connaît le terrain, » dit Silas. « Quelqu'un capable de me mener au fort Lagarde sans être repéré. »« J'irai, » déclara fermement Naya. « Hors de question, » dirent Silas et Tano simultanément. Naya croisa les bras. « Je connais des sentiers à travers ces montagnes que même nos guerriers ignorent. Et Silas est encore blessé, il a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. »
Après maints débats, la décision fut prise. Naya et Silas feraient le voyage jusqu'au fort Lagarde, tandis que la tribu resterait cachée. S'ils n'étaient pas revenus dans 5 jours, Tano mènerait son peuple plus loin dans les montagnes, hors de portée de Sterling. Ils partirent à la tombée de la nuit. Silas à cheval et Naya les guidant à travers d'étroits cols montagneux qu'aucun homme blanc n'avait jamais traversés. Malgré l'amélioration de son état, Silas luttait contre la difficulté du terrain. « Nous devons nous reposer », insista Naya, alors que l'aube approchait. « Tu tires trop sur tes forces. » Ils établirent un bivouac dans une alcôve abritée. Alors que Naya s'occupait du petit feu, Silas l'observa, l'air pensif. « Dans la grande ville de l'Est, dit-il soudain, avant que tout n'arrive, j'étais fiancée. » Naya leva les yeux, surprise par cette révélation personnelle. Elle s'appelait Élise. Nos familles avaient arrangé cela, un parti convenable, comme il disait. Il fixa les flammes. Je n'ai jamais ressenti pour elle ce que je ressens quand je te regarde. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, et le cœur de Naya s'emballa. Quand tout ceci sera fini, poursuivit-il, si nous survivons, je veux que tu saches que je te choisirai, pas par obligation ou par arrangement, mais parce que dans ce chaos, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais plus. Naya s'approcha de lui, prenant sa main dans la sienne. Ma grand-mère dit que parfois, les plus grands voyages commencent par des pas que nous sommes forcés de faire. Il sourit timidement, portant la main de la jeune femme à ses lèvres. Ta grand-mère est sage. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient côte à côte pour se tenir chaud, Naya sentit un glissement entre eux, d'un partenariat réticent vers quelque chose de plus profond, quelque chose de choisi. Le voyage vers le fort Lagarde prit 3 jours éprouvants. Ils voyageaient de nuit et se cachaient le jour, évitant de justesse les patrouilles de recherche de Sterling à 2 reprises. Alors qu'ils approchaient du fort le 3e soir, Silas se tendit. « S'il m'arrive quoi que ce soit, dit-il, apporte ces preuves directement au colonel Bastien. Dis-lui tout. » Naya agrippa son bras. « Il ne t'arrivera rien. Sterling a des hommes partout, Naya, peut-être même à l'intérieur du fort. » Ils attendirent l'obscurité complète avant d'approcher du poste militaire. Silas avait formulé un plan pour s'infiltrer dans les quartiers du colonel, mais alors qu'ils approchaient des palissades, des coups de feu retentirent. Une embuscade. Silas poussa Naya derrière un rocher, alors que les balles faisaient éclater la pierre autour d'eux. La voix de Sterling résonna dans l'obscurité. « Je sais que vous êtes là, Valmont. Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas d'hommes surveillant le fort ?» Silas riposta, ses tirs calculés et précis. « Rejoins le fort, Naya. Je vais les retenir. Je ne te laisserai pas. » D'autres mercenaires approchèrent par les flancs, coupant leur retraite. Silas et Naya se battirent dos à dos, son arc complétant le revolver de l'homme alors qu'il repoussait les assaillants. Soudain, une lumière inonda la zone, des lanternes provenant du fort. Une voix autoritaire retentit. « Cessez le feu immédiatement. Ici le colonel Bastien. » La fusillade cessa brusquement. Les soldats de l'armée encerclèrent la zone, fusils levés. Sterling émergea des ombres, recouvrant rapidement son sang-froid. « Colonel, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons coincé le célèbre Thorn et sa complice Apache. Il prévoyait d'attaquer le fort. » Le colonel Bastien, un homme au visage sévère et à la barbe impeccablement taillée, inspecta la scène avec scepticisme. « Attaquer mon fort avec 2 personnes seulement, Sterling ? Cela semble improbable. »
Silas abaissa lentement son arme. Colonel Bastien, j'ai des preuves d'une conspiration criminelle impliquant le colonel Sterling. Manipulation des ordres de l'armée, attaque commanditée sur des colonies, tout cela pour créer un conflit et saisir les terres apaches pour l'exploitation de l'or. Sterling rit nerveusement. Absurde, cet homme est un tueur connu, recherché dans 3 territoires. Alors pourquoi travaillez-vous avec lui ? Demanda Bastien d'un ton cinglant. Le sourire de Sterling vacilla. Monsieur, poursuivit Silas, vérifiez les références de ces hommes. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des tueurs à gages. Et ces preuves ? Il leva le paquet de papier. Prouve tout. Bastien ordonna à ses hommes de sécuriser tout le monde. Je vais examiner vos preuves, Thorne. Ou devrais-je dire, Valmont ? Oui, j'ai reçu un télégramme à votre sujet la semaine dernière d'un juge de la capitale. Silas se raidit, mais Bastien continua. Le juge Vernet parle en termes élogieux de vous. Il dit que vous avez été impliqué à tort dans le meurtre de votre famille. Il travaille à blanchir votre nom depuis des années. L'espoir scintilla sur le visage de Silas. Vernet est vivant ? Bien vivant, et impatient de voir la justice rendue. Au cours des 2 jours suivants, alors que le colonel Bastien examinait les preuves, la vérité éclata. Sterling fut arrêté avec ses conspirateurs. La véritable identité de Silas en tant que Silas Valmont, fils du juge assassiné, fut confirmée. Plus important encore, un nouveau traité fut rédigé, garantissant le droit de la tribu Apache à rester sur ses terres ancestrales, avec des dispositions pour une exploitation minière limitée et réglementée, qui profiterait également à la tribu. Lorsque Naya et Silas retournèrent aux grottes avec les nouvelles, des célébrations éclatèrent dans toute la tribu. Le chef Tano étreignit sa fille avec fierté. « Vous avez sauvé notre peuple », lui dit-il. Tous les 2. Ce soir-là, alors que la tribu se préparait à retourner à son campement, Silas prit la main de Naya et la conduisit vers un point de vue tranquille. « J'ai reçu une lettre du juge Vernet, » dit-il. « Il m'a offert un poste dans l'Est pour aider à poursuivre la corruption dans les territoires. » Le cœur de Naya se serra. « Vous partez ? » ?»« Non. » Il pressa sa main. « Je te demande de venir avec moi. Pas en tant que femme de Thorne, mais en tant que celle de Silas Valmont, si tu veux de moi. » « Quitter mon peuple ? Ma maison ? » ?»« Seulement pour un temps, » l'assura-t-il. « Une fois le procès terminé, nous pourrions revenir, construire quelque chose de nouveau ici. Une école peut-être ? Ou une clinique combinant ta connaissance de la médecine avec ce que nous pourrions apprendre là-bas ? Naya réfléchit à ces paroles. Mon père dirait qu'un tel voyage exige un grand courage. Ta grand-mère dirait qu'il commence par des pas que nous choisissons de faire, répondit Silas avec un sourire, regardant le paysage qui avait toujours été sa maison. Naya prit sa décision. « J'irai avec toi, » dit-elle. « Mais nous reviendrons. Cette terre fait partie de moi, et comme je le vois maintenant, elle fait partie de toi. » Silas l'attira contre lui. « J'étais perdu quand je suis arrivé ici, Naya. Un homme sans nom, sans avenir. Tu m'as donné les 2. » Alors que le soleil se couchait sur le territoire du Sonora, Naya et Silas se tenaient ensemble. Leur début forcé s'était transformé en un chemin choisi vers l'avant.
La jeune Apache et le pistolero réformé avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement une protection, mais aussi de la compréhension, du respect et de l'amour, prouvant que même dans les paysages les plus rudes, la guérison et l'espoir pouvaient fleurir. 6 mois plus tard, ils revinrent vers la tribu, apportant avec eux des connaissances, des ressources et des plans pour l'avenir. Le campement avait grandi, protégé désormais à la fois par les guerriers tribaux et les patrouilles de l'armée sous le commandement du colonel Bastien. L'exploitation de l'or continuait sous une réglementation stricte, les bénéfices aidant le peuple Apache. Dans la cabane où leur histoire avait commencé, maintenant agrandie et remplie de livres, de remèdes et de plans pour une école, Naya plaça une petite sculpture en bois sur une étagère. L'oiseau que Silas avait fabriqué pour elle il y a si longtemps. Un rappel, dit-elle, de tout le chemin que nous avons parcouru. Silas passa ses bras autour d'elle, et de tout le chemin qu'il nous reste à parcourir, ensemble. Dehors, les enfants jouaient, Apaches et colons mêlés, à l'ombre des montagnes qui avaient été témoins de leur voyage. D'étrangers forcés de s'unir à partenaires s'étant choisis, forgeant un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer seul.